Bonjour et bienvenue dans Portrait de Psy, j'espère que vous allez bien. Comme chaque mois, on part à la rencontre d'un ou d'une psychologue pour découvrir son parcours, sa vision du métier et son quotidien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laura. Bonjour Laura. Bonjour Lucie. Et donc Laura, tu es psychologue en milieu pénitentiaire, formée à C'est la ça. criminologie et aux expertises psycholégales. Tu as exploré le monde judiciaire avant de devenir maintenant psychothérapeute indépendante. Et Mhm. donc Oui, depuis 2020, pardon, tu oui, accompagnes aussi des adolescents et des adultes, principalement en thérapie brève, avec des outils comme l'hypnose et le MDR. C'est bien ça? voilà, c'est bien ça, c'est bien résumé en effet. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses Mhm. que tu veux ajouter, que j'ai peut-être raccourci La pratique principale, c'est ça, j'exerce en milieu pénitentiaire pendant 4/5 de mon temps et le reste, je le dédie aux consultations privées voilà, qu'on pourra aborder après, oui. D'accord, ah oui, donc 4 5e, ça donc ta pratique principale reste quand même en milieu pénitentiaire? Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord, OK. Et donc, j'allais dire ce passage du monde pénitentiaire à, aux consultations privées, pour comment c'est arrivé pour toi, de vouloir quand même ouvrir, même si c'est une petite partie alors, cette Mhm. partie en consultation? Ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais envie depuis très longtemps de pouvoir, être, voilà, à mon compte, comme on dit aussi, et de pouvoir faire quelque chose de différent et c'est venu, voilà, progressivement. Pour moi, en fait, c'était important de pouvoir offrir vraiment quelque chose de concret, au niveau de la prise en charge privée et donc j'ai d'abord voulu me former. Et donc j'ai entrepris, le cycle de formation en thérapie brève que j'ai fait, à Louvain-la-Neuve, et à l'Institut Virage et j'ai d'abord mis du temps, voilà, pour me former, avant de pouvoir, comme je disais, voilà, proposer une prise en charge vraiment axée thérapie brève et puis alors après j'y ai ajouté, d'autres formations pour enrichir un peu, mes approches. Mais j'avais envie d'abord, voilà, de me sentir, bien dans une place et c'est vrai que allez, être psychologue en milieu pénitentiaire, ça fait maintenant, plusieurs années, pas mal d'années, donc 18 ans que je suis là et j'avais envie de diversifier un peu les approches. En fait, j'avais besoin d'équilibre, voilà, entre ce que je vivais comme réalité professionnelle à la prison avec un certain type de population, forcément, et puis de pouvoir équilibrer un petit peu avec d'autres choses à côté. Donc ma pratique, c'est vrai qu'elle est principalement à la prison et j'ai un jour où j'ai mes consultations. Mais alors je travaille aussi les samedis matins, donc voilà, ça vient un petit peu plus, remplir le planning et en après-journée aussi, voilà, il m'arrive d'avoir des patients, voilà, des gens qui travaillent, qui savent pas se libérer, en journée et donc j'ai des consultations parfois quand je termine ma prison, j'ai, 1 ou 2 patients en fin de journée, et puis ma journée se termine. D'accord, donc ça a bien marché les consultations, il y a du monde Oui, qui a des il y a demandes? beaucoup de demandes. Oui, il y a énormément de demandes et c'est pas rare que je doive mettre, voilà, sur ma messagerie que je ne prends plus de nouveaux patients parce que je j'ai pas la possibilité de travailler la nuit, le dimanche. Donc je dois stopper, oui, à un moment donné, je dois dire stop. D'accord. Et alors pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément le travail d'expertise, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est les expertises Ouais. psycholégales? Alors il y a, le travail d'expert. L'expert psychologue, c'est celui qui va, être mandaté par le juge d'instruction ou le substitut du procureur du roi pour rencontrer soit un auteur présumé ou une victime présumée et établir un profil, psychologique et répondre à certaines questions précises qui sont posées dans le réquisitoire, qui nous est envoyé. Si je prends par exemple, voilà, une personne qui est suspectée, de différents faits, eh bien moi je vais recevoir la mission de rencontrer la personne, de lire le dossier judiciaire et d'établir son fonctionnement psychologique et de savoir s'il représente une dangerosité
Et donc pour ça, ben voilà, je dois rencontrer la personne, 1 fois, 2 fois, 3 fois et pouvoir, bah, réaliser une anamnèse, différents tests, enfin une batterie de tests psychologiques, pour pouvoir répondre donc aux questions que se pose le magistrat. Si par exemple on est et alors moi je fais plus ça, des au niveau des victimes de, bah, très souvent, voilà, d'abus sexuels ou de harcèlement. Il faut alors en plus évaluer les possibles séquelles. Est-ce qu'il y a des séquelles, traumatiques, enfin voilà ou autres? Et on doit, bah, voilà, évaluer si ce que la victime déclare, si ça peut être crédible et en fonction de ça, si, il y a des séquelles qui peuvent survenir et proposer, ben, voilà, heu, une manière de comment dire? Bah, qu'est-ce qui pourrait être fait pour elle, pour améliorer, son statut? Voilà, est-ce qu'une prise en charge psychologique serait adaptée, ou autre? Et donc on doit aussi rencontrer, bah, plusieurs fois les personnes, hem et pouvoir rédiger un rapport. Ça, c'est dans le cadre c'est important de bien distinguer, c'est dans le cadre, de l'expert psychologue qui travaille pour la justice, c'est-à-dire qui est indépendant. Parce que c'est pas pareil que ce que je fais moi en prison, parce qu'en prison, je ne suis pas indépendante, mais je travaille, bah, pour le ministère de la Justice. Et donc j'ai un statut de fonctionnaire et là, les missions sont pas tout à fait pareilles. D'accord, donc en fait, il y a une distinction entre, si je comprends bien, à la fois à la justice où vous faites une expertise plutôt pour les personnes détenues et à Oui, la fois des expertises, mais là sous le statut d'indépendant pour plutôt pour des victimes. voilà. Mais ça s'appelle en fait, c'est pour des auteurs et des victimes. Donc quand on fait des expertises, quand les gens sont pas encore incarcérés sur des victimes, ça s'appelle des expertises pré-sententielles. C'est avant que la sentence ne tombe, c'est avant le jugement. Et ça, voilà, il faut être inscrit sur un registre des experts pour pouvoir être mandaté par les juges. Une fois que les gens sont incarcérés, alors là, il y a autre chose qui se passe. Donc là, moi, je travaille. En fait, c'est vrai que j'ai un peu cette double casquette. Je suis expert en dehors de la prison et je travaille comme psychologue dans la prison aussi. Donc, ce sont deux réalités tout à fait différentes. Mais moi, j'ai commencé les expertises il y a une vingtaine d'années. Je n'étais pas encore à la prison. Donc, c'était vraiment les expertises pré-sententielles. Donc, le psychologue reçoit la mission du juge, fait son travail, envoie son rapport et ça s'arrête là. Tandis qu'à la prison, là, alors qu'on est sur autre chose, si vous voulez que je vous explique, Oui, oui, bien sûr. oui. Donc à la prison, en fait, je m'occupe de détenus, qui sont, condamnés. Donc aussi bien des hommes que des femmes. Hem et je ne suis pas là, en fait, pour faire du soutien psychologique ou de la thérapie. Il y a d'autres psychologues dans d'autres services qui le font. Moi, je suis dans un service, psychosocial où, en fait, on va, s'occuper de tout ce qui est mesures d'élargissement de la peine. Vous avez sans doute déjà entendu parler de détenus qui peuvent bénéficier de, libération conditionnelle ou de surveillance électronique. Et bien, en fait, je fais partie du service qui va rendre un avis, justement, quand un détenu, demande, une libération conditionnelle ou alors il y a d'autres mesures peu connues du public, mais une permission de sortie, un congé pénitentiaire et tout ça se fait en fonction, bah, de la condamnation, donc de la durée de la condamnation et de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle. On prend un exemple mathématique un peu simple. Un détenu qui aurait été condamné à 12 ans pour des braquages divers, eh bien, en fait, il va être admissible à la libération conditionnelle au tiers de sa peine. Donc, après 4 ans de détention, il va pouvoir demander une libération conditionnelle. Il a déjà effectué le tiers des 12 ans. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir des 4 ans, enfin, on sait que la libération conditionnelle intervient à 4 ans après son incarcération. Il y a d'autres mesures qui sont possibles avant, comme le bracelet électronique, avoir des congés pénitentiaires, des permissions de sortie. Et dès qu'ils sont admissibles aux permissions de sortie, dans ce cas-ci, ce sera après 2 ans de détention, eh bien, notre service va commencer à voir les détenus
Et quand je dis notre service, en fait, on travaille en binôme avec des assistants sociaux aussi. Et donc, sur chaque dossier, on est à 2 à travailler, sur le dossier. On va rencontrer le détenu plusieurs fois. Voilà. On va, le rencontrer pour, faire une anamnèse avec lui, voir qui il est, d'où il vient, heu ce qu'il a fait au niveau de sa scolarité, est-ce qu'il travaillait, est-ce qu'il a eu plusieurs expériences professionnelles. On va venir aussi sur les faits, on va lui demander un petit peu sa vision des faits. Nous, on a la vision des faits parce qu'on a le jugement à notre disposition, donc nous, on sait la vision de la justice, mais on va aussi lui demander sa vision des faits, un peu son positionnement par rapport aux victimes. On va aussi analyser un peu, tiens, comment ça se passe en prison, est-ce qu'il a des visites, est-ce qu'il a un travail, voilà, comment ça se passe pour lui. Et il y a aussi toute une partie, fonctionnement de la personnalité où, nous, les psychologues, on va vraiment, à l'aide de testing, d'entretiens cliniques, établir, le fonctionnement, cette personne, comment elle fonctionne au niveau intrapsychique, comment elle gère ses émotions, comment elle gère les stress, ses relations avec les autres, voilà, on va essayer de donner vraiment une photographie du fonctionnement psychologique de la personne et puis on va aussi bah, lui demander, tiens, quels sont ses projets? OK, il veut sortir plus tôt, que ses 12 ans de prison, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a une formation qu'il aimerait faire? Est-ce qu'il a un travail peut-être qu'il attend? Est-ce qu'il a, un milieu d'accueil? Est-ce qu'il a un suivi psychologique? Donc on construit tout son plan de réinsertion avec lui et puis, on rend un avis. Voilà, on ne rend pas une décision, nous on ne prend pas de décision, on rend un avis et l'avis est envoyé alors à des instances qui décident. Si par exemple on est dans le cadre d'une libération conditionnelle, ce sont les tribunaux d'application des peines qui vont prendre la décision euh, sur base de notre travail. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais à la prison. C'est aussi de l'expertise, entre guillemets, mais pas le même type d'expertise qu'un expert psychologue fait. Nous, on va se positionner pour des mesures que le détenu demande. Tiens, je voudrais bien sortir plus tôt. OK, on va analyser un petit peu tout ça pour savoir si on rend un avis favorable ou défavorable. Et étant donné que ça fait donc longtemps que vous pratiquez ces missions-là, je suis en train de me dire que finalement, ça doit vous arriver d'avoir au départ des personnes, enfin faire une expertise pour des personnes qui ne sont pas encore détenues, et finalement vous retrouvez avec 4-5 ans plus tard des personnes, Mhm. enfin les mêmes personnes qui Oui, demandent une expertise pour pour sortir. un retour. Mhm. Oui, c'est ça. Si c'est le cas, je ne prends pas le dossier en charge, je le donne à mes collègues. Donc, si j'étais intervenue dans l'expertise avant le jugement, alors je ne peux pas m'occuper, du dossier quand il arrive à la prison. Donc, avec mes collègues, on est quand même une grosse équipe à la prison où je travaille, et donc, ce sont mes collègues qui prennent ces dossiers-là en charge si jamais j'étais intervenue. Ah, d'accord. Parce que Ouais. ça aurait trop d'impact sur... Au niveau de la neutralité, voilà, c'est pas indiqué, donc il vaut mieux se décharger de ce type de dossier. Ça n'arrive pas très souvent, hein, c'est quand même assez rare. Depuis que je D'accord. suis là, je pense que ça depuis 18 ans, je pense que ça a dû arriver 2 fois. Mmh, Ah oui, voilà. d'accord. Oui, oui, c'est vraiment pas courant. Ok. Et donc, qu'est-ce que ce travail d'expertise a amené à votre pratique aujourd'hui? Est-ce que ça influence aussi vos consultations? Comment oui, Mmh. ça a Ce sont impacté pour moi votre pratique? 2 choses différentes. Voilà, d'un côté, on est plus sur, le fonctionnement, enfin le diagnostic pour répondre à des questions. Et d'un autre côté, en thérapie, évidemment, on va se pencher sur le fonctionnement de la personne, mais plus pour répondre à ses propres questions. Voilà, à ses questions à elle, que dans l'expertise, parfois certaines personnes, quand on est en pré-sententiel, viennent, mais ils ont pas envie d'être là. Enfin, ils sont obligés, le juge a demandé qu'on les voie, donc ils savent que c'est dans leur intérêt, mais des fois ils disent, «Moi j'ai rien à faire ici, je suis innocent, j'ai rien fait». Et donc, voilà, ce sont 2 manières tout à fait différentes de fonctionner. Et moi, je trouve ça vraiment, super intéressant et super enrichissant, voilà, depuis 18 ans que je travaille à la prison, c'est vraiment la diversité, qui m'intéresse
parce qu'on peut avoir 2 faits similaires, mais on va pas avoir les mêmes histoires, on va pas avoir les mêmes, motivations, les mêmes trajectoires de vie et je trouve que c'est ça vraiment qui est, super intéressant dans ce travail-là. C'est que même si on a entre guillemets, voilà 2 personnes, 2 braqueurs, mais on n'aura pas la même histoire. On a la même condamnation, mais on n'a pas les mêmes histoires et je trouve ça, bah oui, vraiment la diversité du fonctionnement humain, c'est incroyable, quoi. Oui, on sent vraiment que vous êtes passionné par ce que Mmh. vous faites, c'est super intéressant. Et si on parle plutôt de l'aspect consultation alors, Mmh mh. Ouais. euh, donc comment vous est venue l'idée de vous diriger plutôt vers les thérapies brèves et de pratiquer notamment le MDR et l'hypnose? Mmh. Bah, la thérapie brève, en fait, c'est venu d'un chemin personnel que j'ai fait, moi-même aussi, en tant que patiente, on va dire ça comme ça, à un moment de ma vie où, voilà, j'ai aussi ressenti le besoin de faire un peu le point sur certaines choses et j'ai choisi la thérapie brève parce que de ce que j'en voyais, ça répondait déjà assez, voilà, moi, comme je suis quelqu'un d'assez structuré. J'aime voir un petit peu comment on avance, on part d'un point, on arrive à un autre et la thérapie brève répond vraiment très bien à ces questionnements. On cible le problème, on questionne, on essaye de dégrossir et puis on va vers: «OK, qu'est-ce qu'on a déjà fait pour résoudre la solution? Est-ce que ça le problème pardon, est-ce que ça a fonctionné? Ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné?» et donc moi je trouvais cette approche que ça me collait bien personnellement et professionnellement et donc à un moment donné, bah, voilà, je me suis dit, bah, au moment du covid, c'est là, en fait, que ça s'est un peu précipité. Donc moi, j'avais fait mes formations un peu avant et j'hésitais à me lancer. Voilà, il fallait, un cabinet. J'avais un cabinet chez moi, mais il fallait vraiment l'aménager et au moment du covid, il y a eu tellement de demandes, bah, il y a eu cet appel, ici, en région liégeoise, pour des psychologues de première ligne. Je sais que ça existe dans d'autres régions aussi et donc voilà, j'ai été conventionnée comme psychologue de première ligne, justement pour pouvoir répondre à la demande croissante, bah, de demande d'aide, voilà, de la population et c'est comme ça que, bah, l'occasion s'est mise et je me suis dit: «Bah, voilà, je me lance» et j'avais déjà mes formations, donc j'avais déjà mon bagage avec moi et finalement la situation a fait que ça a été le moment pour moi de me dire: «Bah, pourquoi pas commencer maintenant?» Il y a beaucoup de demandes et en effet, depuis que j'ai commencé il y a presque 6 ans, les demandes sont constantes. Je suis étonnée parce que quand j'ai commencé mes études, c'est pas ce qu'on nous disait. On nous disait: «Oh si, voilà, vous n'aurez pas beaucoup de boulot, vous allez vous retrouver au chômage». Honnêtement, moi je c'est pas cette impression-là et la réalité avec les soins psychologiques maintenant qu'on essaie de rendre de plus en plus accessible pour tout le monde, c'est que les gens enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, le covid, bah, voilà les problèmes, enfin les guerres et cetera provoquent beaucoup d'anxiété chez les gens et je pense qu'il y a de plus en plus de prise de conscience que la santé mentale, c'est important et de rendre les soins psychologiques accessibles à tous, bah, fait que les gens n'hésitent plus trop à décrocher leur téléphone pour prendre un rendez-vous, en fait. Oui, tout à fait. Effectivement, hein, on le constate qu'il y a de plus en plus de demandes, hein. Ouais. Ouais, Et, ouais, ouais. et pour expliquer un petit peu mieux, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est exactement le Oui, MDR et l'hypnose? oui. Donc bah, ce sont 2 pratiques qui sont un peu complémentaires, qu'on utilise, en thérapie brève et donc bah, voilà, par exemple, l'EMDR, c'est, l'abréviation de Eye Movement Desensitization and Reprogrammation. Donc c'est une thérapie basée sur les mouvements oculaires où on va amener la personne en fait, bah, très clairement, voilà, on fait des mouvements un peu segments avec nos doigts. Le but, c'est que la personne observe. Dans quel but? C'est pour traiter principalement les traumas. Donc les difficultés passées, les traumas, tout ce que la personne, bah, voilà, considère comme un trauma. On n'a pas besoin de vivre, une guerre ou un attentat. Enfin, un trauma, ça peut être quelque chose qui est ressenti à l'intérieur de la personne comme étant,
voilà, d'effraction dans son psychisme. Ça peut être une séparation, ça peut être, un deuil, ça peut être le fait de perdre son emploi et donc on va, amener la personne à un peu pouvoir reprogrammer, cet événement de manière à ce qu'il ne produise plus, d'effets, indésirables, négatifs et donc on part du fait que, bah, quand on vit une situation en journée, bah, quand on dort, quand on va se coucher, notre cerveau va, analyser, va un petit peu digérer, cet événement, par le rêve et cetera. Il y a des mouvements oculaires qui se forment quand on rêve. Or, certaines fois, bah, certaines situations ont trop d'impact traumatique et notre cerveau n'arrive pas à faire ce travail de, voilà, de digestion correcte, on va dire. Et ben, grâce à l'EMDR, au fait qu'on reproduise des mouvements oculaires, on va amener, ben voilà, à reprogrammer ce souvenir d'une manière beaucoup plus sereine, plus paisible, de façon à ce que la personne puisse enfin, bah, moi je compare souvent ça en disant, ben voilà, vous avez vécu un événement, c'est un peu comme si vous aviez un, un énorme boulet accroché à votre cheville, personne ne le voit, mais vous, vous le traînez à longueur de journée. Bah, on va peut-être pas l'enlever, mais on va faire en sorte que, ce soit comme une boule d'ouate, voilà et donc elle sera beaucoup plus légère. Elle quand vous avancerez, elle ne sera plus blessante, elle ne va plus souffrir. On va la rendre tout à fait légère et acceptable. Donc Et ça donc c'est voilà, c'est le ouais. MDR, oui. Et donc j'allais dire, ce travail en lien avec des personnes qui ont vécu des traumatismes, est-ce que c'est lié aussi à votre travail que vous avez pu faire d'expert auprès des victimes? C'est comme ça que vous vous êtes euh, intéressé aussi à ces problématiques-là? Bah, j'ai cherché un outil, qui permette d'accéder, voilà, en effet, au trauma et de pouvoir un petit peu le prendre en charge. Non, c'est vrai que quand dans les exercices que j'ai faits, il y a enfin, voilà, de victimes, je vais constater que beaucoup vivaient avec, voilà, des souvenirs, des faits dont elles n'avaient jamais pu parler, jamais pu faire part, qui n'avaient jamais pu être travaillés, extériorisés et que finalement, ben, voilà, ça les gênait dans leur vie de tous les jours. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a eu enfin, pour moi, une prise de conscience: «OK, mais mon travail s'arrêtait là en tant qu'expert, je pouvais pas aller plus loin et de me dire, bah, qu'est-ce que voilà, si ces gens-là venaient me trouver, comment je pourrais les aider, au mieux, pas uniquement avec la parole, mais voilà, avec un outil concret et c'est vrai que le MDR, c'est un enfin voilà, c'est imposé comme, un outil, vraiment très très performant, je dirais. Ouais Oui. Et et c'est vrai que vous pratiquez aussi l'hypnose et le voilà. tac, c'est peut-être ça dont vous vouliez parler? Oui, voilà, Oui. c'est ça. Donc en fait, les TAC, ce sont les techniques d'activation de la conscience. C'est une méthode qui est directement, dérivée de l'hypnose. Donc l'hypnose, qui a été mise en place par Milton Erickson est, une méthode qui vise à mettre la personne dans un état de conscience modifié, de manière à lui faire des suggestions qui vont s'adresser à son inconscient et qui vont être aidantes, voilà, qui vont l'aider, à cheminer vers son objectif. Il faut savoir que l'hypnose, bah, voilà, ça prend souvent toute la séance, une grande partie de la séance, le temps de, bah, mettre la personne dans un état, voilà, de conscience modifiée, de l'accompagner avec des suggestions. Ça prend du temps, ça ne peut être fait qu'au cabinet du psy, de l'hypnothérapeute. Tandis qu'avec les techniques d'activation de la conscience, on utilise une base d'hypnose, mais l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide, c'est sous forme d'exercice et que les patients peuvent les refaire chez eux. Ils n'ont pas besoin du psychologue pour, pouvoir faire ces exercices et donc on fait ces exercices avec la personne en séance, voilà, il expérimente, on réexplique un petit peu comment ça fonctionne et souvent les tâches thérapeutiques visent, bah, à ce que les personnes refassent régulièrement, ces exercices. Et donc, grâce aux techniques d'activation de la conscience, on va vraiment aller mobiliser les ressources de la personne. On va faire en sorte que la personne se reconnecte à ses ressources pour atteindre son objectif. Donc, c'est quand même, enfin moi je suis très,
satisfaite par cette technique parce que vraiment les gens, les patients voient, des différences, ils voient des améliorations dans leur vie et surtout ils se disent que, bah, ils peuvent refaire ces exercices chez eux. Alors quand ils reviennent en séance, bah, il y a plusieurs types d'exercices, donc on fait différentes, variantes, mais c'est un peu enfin moi je leur dis: «C'est comme si vous veniez chez moi et que pour gérer votre anxiété, je vous donne différents outils que vous mettez dans votre boîte à outils et puis, bah, le but, c'est que vous repartiez avec une boîte à outils bien remplie. Comme ça, bah, quand la situation se présente, il y a une anxiété, un stress, vous savez, bah, quel outil aller, prendre dans votre boîte à outils pour l'utiliser et donc voilà, avec le tact, on vise vraiment, la personne à se reconnecter à ses propres ressources pour, atteindre ses objectifs. Oui, effectivement, je ne connaissais pas, mais ça a l'air super intéressant. Et, Mmh. euh, Oui, et si on reprend un peu c'est assez plus, nouveau. ouais, oui, tout à fait, Mmh. hein. C'est Euh, vraiment en fait, c'est une technique issue des neurosciences, donc il y a beaucoup d'études qui ont été effectuées. Chaque année, je vais à un colloque, c'est le colloque du CITAC, donc c'est le colloque international des techniques d'activation de la conscience où, plusieurs présentations sont faites sur le développement, de l'application des TAC dans différents domaines, que ce soit en hôpitaux, que ce soit en expérimentation, il y a pas mal d'évolutions qui se font, à ce niveau-là, grâce aux TAC. d'accord, intéressant. On pourra mettre Mmh. effectivement, il y a une newsletter qui sort donc tous les 15 du mois qui reprend des éléments de ce qu'on raconte Mmh. ici aujourd'hui. Et on pourra mettre ce colloque alors dans les ressources de Ouais. la newsletter, ce serait super intéressant. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc, si on reprend un peu plus ton parcours universitaire et puis en général, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être psychologue à la base? En fait, je pense que pendant mes études secondaires, j'ai fait des études en humanités générales. Et je me suis, bah, voilà, j'aimais beaucoup, m'intéresser aux autres, comprendre, voilà, comprendre le pourquoi, je pense que, voilà, en 5e secondaire, mon choix était déjà fait, c'est-à-dire que je voulais faire, psy. Je voulais aussi enseigner, voilà, c'était 2 branches que j'aimais, transmettre et être psy et en fait, c'est ce que j'ai fait, bah, c'est ce que j'ai fait puisque j'ai fait mon à l'époque, ça s'appelait une licence en psychologie clinique et après ça, j'ai fait, l'agrégation. Donc ce qui m'a donné, accès à l'enseignement et j'ai commencé en fait ma carrière comme prof dans une haute école, je travaillais à Bruxelles, je donnais des cours de psychologie, de gestion des ressources humaines, enfin voilà, des cours qui ont un lien avec la psychologie. Hem et puis, bah, l'offre d'emploi, à la prison s'est ouverte et comme j'avais déjà fait, j'ai fait une formation donc ça s'appelle un diplôme d'études spécialisées en expertise psychologique, je me suis dit: «Bah, c'est en lien, voilà, ça trava enfin, on va travailler avec la délinquance, les trajectoires délinquantes et cetera». Donc voilà, la prison, c'était, une manière d'avoir un poste un peu plus stable. Mais voilà, ce qui m'a donné l'envie, c'est vraiment de pouvoir comprendre l'autre et appréhender vraiment le fonctionnement de l'autre à travers, différents prismes, différents types d'explications, que ce soit grâce à des tests, des entretiens, heu, c'est vraiment, essayer en tout cas de comprendre, le fonctionnement humain, dans toute sa complexité, heu et on sait bien, oui, à quel point l'individu peut être complexe. Hem, voilà, donc j'ai cheminé avec différentes formations, parce que pour moi la formation, ça reste quand même quelque chose de super important. Même si je travaille depuis des années, en fait, bah, je fais partie des psys qui vont souvent en colloque, en séminaire, en formation. Je pense qu'on peut pas se reposer sur ses acquis et se dire: «Bah, j'ai un diplôme donc voilà, je peux, faire, je peux exercer».
la formation continue, pour moi, c'est vraiment le garant de pouvoir offrir aussi à mes patients, une prise en charge, voilà, de qualité avec des outils, que j'ai appris et voilà. Et je ne savais pas que tu avais des missions d'enseignement. Je ne sais pas si tu en as encore ou si tu en as eu seulement. Mais effectivement, ça se sent dans ta prise de parole qu'il y a un bagage de formation derrière et de pédagogie. Je donne toujours je m'occupe, cette année-ci, d'étudiants de master 2, donc je les accompagne, je donne un séminaire d'accompagnement de stage, tous les vendredis. Donc c'est vrai que c'est aussi, un des aspects que j'aime bien, voilà, la transmission. J'ai souvent des stagiaires, à la prison. Je trouve que c'est important de pouvoir transmettre, voilà, notre pratique d'accompagner, les étudiants dans le développement, de leur future profession. Donc oui, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup aussi et j'ai toujours, voilà, j'ai l'opportunité de le faire, cette année-ci, à l'université de Liège. Hem, donc oui, c'est aussi un pôle que j'apprécie beaucoup, c'est de pouvoir, transmettre, discuter, confronter les points de vue, oui. Et comme tu disais, tu t'es beaucoup formée par la suite. Et quelle formation t'a le plus marqué Je pense que tout mon cursus de formation en thérapie brève, ça a vraiment été, voilà, je connaissais l'outil, mais là, l'approfondir et vraiment aller, dans chaque module, aller chercher des spécificités différentes de la thérapie brève, c'était vraiment super intéressant. Donc ma formation en thérapie brève qui a duré, un certain temps. La formation en hypnose aussi, donc avant de me diriger vers les stages, j'ai fait une formation en hypnose ericksonienne de 2 ans, c'était les week-ends principalement. Voilà, c'était aussi quelque chose d'intéressant parce qu'on était un petit groupe et on expérimentait, voilà, l'hypnose sur nous-mêmes. Donc on faisait des travaux pratiques, des exercices pratiques et voilà, avant de pouvoir le faire avec des patients, on l'a fait plusieurs fois, même, oui, de nombreuses fois entre nous, sur nous et je trouve ça bien de pouvoir, avant de proposer aux patients, savoir ce que ça fait. Voilà, tiens, quand on est en état d'hypnose, quand on est, vraiment, réceptif, voilà, tiens, ça fait quoi, de pouvoir le savoir, soi-même avant de le pratiquer sur quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que j'ai déjà reçu des psychologues qui ont, comme toi, un bagage, voilà, avec à plusieurs, qui ont exercé en plusieurs milieux professionnels et qui sont aussi enseignants. Et toi, est-ce que tu apprécies ça dans ton environnement de travail, de pouvoir avoir plusieurs casquettes comme ça et d'avoir une semaine très, on va dire, qui demande quand même de l'énergie et une bonne structure, une bonne organisation? Ou est-ce que c'est aussi Mmh. quelque chose qui peut être assez fatigant au quotidien de changer comme ça tout le temps, tous les jours Mmh. de casquette? Je dirais que on s'habitue, voilà, au début, c'est une question d'organisation, c'est vrai que, si je prends un jour où je suis à la prison et donc là, j'ai ma casquette, psychologue, établissement pénitentiaire. Je reviens, à mon cabinet, et après, voilà, je reçois des patients, dépression, anxiété, ça n'a rien à voir avec les problématiques que j'ai pu voir dans la journée, donc c'est pouvoir changer et s'adapter assez rapidement, voilà, à à ce qu'on est en train de faire. Le vendredi matin, oui, j'ai ma casquette, c'est supervision d'étudiants, donc là, voilà, on se met dans un autre rôle. Hem Moi, j'aime bien parce que ça bouge, voilà, c'est diversifié, c'est motivant pour moi de me dire: tiens, je fais plusieurs choses qui ont tous un rapport avec le métier, voilà, mon métier que j'adore, la psychologie, mais exprimé, voilà, différemment. Voilà, à certains moments, je vais, plus m'occuper des auteurs, principalement à la prison et puis, je vais voir, des victimes dans ma pratique privée. Je vais rencontrer des étudiants qui vont se poser des questions, tiens, comment ils se positionnent face à telle problématique ou d'autres problématiques. Voilà, c'est vrai que
ça demande de beaucoup jongler, avec différents rôles. Mais moi, ça me convient parce que, bah, je crois que je suis de nature aussi assez, heu, énergique, et donc j'aime pas faire toujours la même chose. Et dans ma vie professionnelle, bah, voilà, ça se ressent bien parce que j'interviens dans plusieurs domaines. Et j'ai aussi une psychologue qui me disait que elle, ce qu'elle apprécie dans cette organisation de travail-là, c'est que finalement, quand on est tout le temps focus sur, par exemple, l'expertise judiciaire, bah à force, ça peut aussi user et un peu nous mettre à mal d'entendre toujours des discours euh, bah, qui Ouais. sont quand même très difficiles. Enfin voilà, il y a des faits, j'imagine, qui doivent être quand même lourds à entendre et d'être tout le temps focus sur ces problématiques-là, ça pèse aussi sur le psychologue, la psychologue qu'on est. Mmh. Oui, oui, c'est clair. Oui. C'est vrai que, voilà, de l'expertise, pré-sententielle pour les juges et cetera, je n'en fais quasi plus parce que j'en ai fait pendant, quasi 20 ans et on est souvent dans les mêmes problématiques, à entendre les mêmes faits, enfin, à répondre aux mêmes questions et c'est usant. C'est vrai que c'est usant, et c'est surtout, une énorme responsabilité parce que quand on travaille comme ça, un peu tout seul, enfin l'expert psychologue, qui travaille pour les juges, il est tout seul. Heu, c'est pour ça que je conseille souvent, aux étudiants qui veulent se lancer dans l'expertise d'avoir une supervision, de se faire superviser parce que les rapports qu'on rend peuvent être lourds de conséquences et donc bah, voilà, c'est être seul face à sa pratique et se dire: «Bah, voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu, tout ce qui me semblait devoir être fait, mais voilà, je vais rendre un rapport, qui qui va dans un sens ou dans un autre» et en effet, ça va avoir des répercussions sur des personnes. Donc c'est vrai que la responsabilité de l'expert, elle est assez importante, et ça peut être parfois un peu usant, surtout quand on n'a pas quelqu'un sur s'appuyer. Enfin, moi, j'ai commencé cette pratique-là et j'avais un maître de stage, qui m'a accompagnée pendant des années, avec qui je pouvais discuter, qui relisait mes rapports, c'était de la supervision vraiment, fort bienveillante. Enfin, il est décédé aujourd'hui, mais j'ai eu vraiment la chance de pouvoir être accompagnée par quelqu'un qui faisait de l'expertise depuis déjà aussi une vingtaine d'années. Donc j'étais pas toute seule. Mais c'est vrai que ça peut être usant, Oui, tout à fait. ouais. Et avant de passer aux questions des auditrices et des auditeurs, est-ce que il y a quelque chose que tu voudrais ajouter par rapport à soit ta pratique en libéral, soit par rapport à l'enseignement ou autre? Bah, ce que je voudrais, voilà, si je pouvais passer un message, c'est que, ben, voilà, ce métier de psychologue, sans doute qu'on ne le choisit pas par hasard, qu'il y a des choses qui vont résonner en nous et que c'est important d'en être bien conscient et donc, bah, voilà, pour bien accompagner, il faut déjà être bien avec soi-même, et ne jamais hésiter, bah, voilà, demander une supervision, à être, accompagné dans ces accompagnements, parce qu'on reçoit quand même des gens très fragiles, et nos propos peuvent être lourds, enfin, peuvent avoir beaucoup de conséquences et donc si on n'est pas prêt, si on n'est pas, suffisamment bien, je trouve que ça peut être vraiment dangereux. Et donc, bah, c'est ce que je dis souvent aux étudiants, une supervision, enfin, faites-vous accompagner dans vos prises en charge, au moins au début, parce que, c'est vraiment super important, quoi. Et avoir aussi, bah, peut-être un point de référence, d'un courant, enfin, voilà, ça peut faire, se raccrocher un peu aux outils, bah, peut-être pas nécessairement de la thérapie brève, mais de la thérapie cognitivo-comportementale. Enfin, il y a plein d'approches qui existent et d'avoir un petit point auquel on peut se raccrocher dans ces prises en charge, je trouve que c'est intéressant aussi. Oui, tout à fait. Je soutiens totalement ça, effectivement. À plusieurs reprises dans les newsletters, je parle effectivement de la nécessité d'une supervision pour, Mmh. pour les Ouais, psychologues. Parce que, ouais. voilà, on le dit à nos patients, personne n'est parfait, personne n'est surhumain. Et en fait, tout le monde a des failles, a Mmh a mh. des choses
forcément qui le mettent plus ou moins à mal. Et Ouais. on a tous à un moment donné aussi dans notre vie où ben, on va avoir plus de difficultés à accompagner à un moment donné parce qu'on traverse nous aussi des événements de vie qui font que on peut être moins à même de d'avoir une posture professionnelle Mmh. euh, Ouais. adaptée. Donc Mmh. voilà. Tout à fait. Ouais, on est d'accord. Mmh. Et donc la question des auditeurs, il y en avait une le mois dernier qui concernait donc le mois dernier on a parlé de l'approche psychocorporelle. Et donc, il y Mmh. avait cette question qui nous a un peu interrogé avec l'autre psychologue. On avait un peu du mal à y répondre. Donc, je me suis dit que Oui. peut-être avec toi, on aura plus de facilité. C'était de... Est-ce qu'il y a un lien entre l'approche psychocorporelle et l'EMDR? Et on avait du mal à situer l'EMDR par rapport à l'approche psychocorporelle. Est-ce que on pourrait dire que le MDR est une approche psychocorporelle ou bien c'est vraiment quelque chose de très différent parce que ça fait quand même appel au corps Mmh. avec ces histoires de mouvements Oui. d'yeux. Mais est-ce Mmh. que on mobilise vraiment le corps du patient ou est-ce que c'est vraiment très différent? Je pense que c'est une manière que le corps et donc les yeux sont une manière d'accéder à quelque chose de plus profond. Et donc, on va, à chaque fin de segment de MDR, on va interroger le patient sur est-ce qu'il y a des images, est-ce qu'il y a des émotions, est-ce qu'il y a des sensations. Et ça, selon moi, c'est voilà, c'est à terme, c'est psychique. Donc voilà, est-ce qu'il y a des émotions particulières? Est-ce que, voilà, quand la personne ferme les yeux, enfin, on donne certains mots, voilà, pendant, les segments, on donne certains mots. Et puis, bah, une fois que le segment est terminé, on invite la personne à fermer les yeux et voilà, à se recentrer, pardon, sur son ressenti, s'il y a des images, des émotions, des sensations. Moi, je trouve que ça, c'est voilà, c'est plus de l'intrapsychique, donc c'est une manière les yeux sont une manière d'accéder à ce qui se passe à l'intérieur. Donc sans être trop catégorique, moi je n'ai pas je ne relierai pas le MDR à une approche psychocorporelle, mais peut-être que d'autres ont d'autres visions de l'approche MDR, mais selon moi, non. Je, D'accord. je ne relierai pas ça à une approche psychocorporelle. Ok. Pas trop. Oui. Oui, c'était le même avis de l'autre psychologue. Ok. Oui, oui, c'est ça. Mais elle avait du mal à dire plus pourquoi elle voyait une différence, mais effectivement, Mhm. c'est intéressant. Et donc, le MDR, donc ça permet quand même, pendant les séances de MDR, on se ressent vraiment sur ses émotions, ses sensations corporelles quand même. Et Oui, la plupart du temps, c'est vrai que moi j'avais en tête les images, mais oui, il y a aussi les émotions et le ressenti corporel. oui, voilà. C'est vrai que peut-être, allez, quand on fait émerger les sensations, certaines personnes disent, bah, j'ai des bouffées de chaleur ou j'ai une boule dans la gorge ou j'ai une boule dans le ventre. Mais ça traduit pour moi un état plus émotionnel. Bah tiens, ok, si vous avez une boule dans la gorge, une boule dans le ventre, qu'est-ce que c'est pas spécialement que vous avez mal au ventre, c'est que le souvenir ou le mot vient mobiliser quelque chose. Ben, on sait bien que la boule dans la gorge ou la boule dans le ventre, ça s'apparente quand même à de l'anxiété, une forme d'anxiété. Donc, c'est vrai qu'on va se centrer quand même sur les sensations, mais avec le rapport qu'elles ont, le message qu'elles envoient au niveau psychologique, ouais. Oui, d'accord. Mmh. Et donc une seconde question était comment est-ce que tu choisis avec le patient quelle approche, enfin plutôt quel outil tu vas utiliser, l'hypnose, TAC ou Mmh mh. EMDR, ou est-ce que ça peut être les trois qui peuvent être utilisés à des séances différentes? Mmh. En fonction, voilà, du problème avec lequel la personne arrive, la manière dont elle décrit le problème, la manière, dont elle a déjà essayé d'y faire face. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, comme, on parle beaucoup de MDR, pour le moment, c'est un terme assez galvaudé et parfois j'ai des
personnes qui me contactent directement en me disant: «Voilà, je viens pour de l'EMDR», en pensant ou pour de l'hypnose, en pensant que ça va être un peu la solution magique à leurs problèmes. Et alors, bah, ils sont parfois déçus que c'est pas ce que je leur propose parce que, bah, eux se sont fait une idée, en se disant: «Ah bah tiens, je vais mal, il paraît que le MDR ou l'hypnose, ça marche super bien». Et ils arrivent déjà avec, toute cette construction qu'il faut un peu déconstruire parce que, bah, souvent quand ils viennent avec ça, c'est que, ils pensent qu'on a une baguette magique et qu'on va asséner un coup d'hypnose et que tout va se résoudre. Bah, souvent, c'est parce que, les gens ne veulent pas aller chercher, voilà, ce qui fait mal, ce qui provoque le malheur et juste, ben, voilà, avec, de l'hypnose, ils ont l'impression que ils vont pas devoir se mobiliser. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Une fois qu'on s'est mobilisé, qu'on a un peu cherché à l'intérieur de soi et qu'on avance vers quelque chose de positif, on peut le consolider avec de l'hypnose. Donc, moi, en fonction de la manière dont la personne, décrit son problème, un peu ce qu'elle a déjà essayé auparavant, voilà, je propose, je dis: «Bah, tiens, c'est vrai qu'à un moment, on pourrait peut-être essayer de l'EMDR». Mais mon approche première, c'est toujours l'entretien. Voilà, l'entretien clinique, la discussion, Heu, l'entretien, ben, voilà, thérapie brève, orientée, ben, problème, décrire le problème, différents exemples, quelles ont été les tentatives de résolution de problèmes mises en place par la personne, pourquoi ça n'a pas fonctionné et donc de cheminer avec ça et puis après de voir, bah, s'il y a des freins, s'il y a des choses qui accrochent toujours, de proposer de l'EMDR, de l'hypnose, pour venir, bah, voilà, lever un peu les verrous ou consolider un changement qui est déjà en train de se produire. Mais jamais je ne fais de l'hypnose ou de l'EMDR à la première séance. Peut-être les TAC, ça oui, parce que voilà, la personne va dire, «Bah oui, mon problème c'est l'anxiété, chaque matin quand je me réveille, j'ai une boule dans la gorge». Avec les TAC, on peut déjà agir sur ça, on peut déjà mettre la personne en position et on peut déjà lui offrir un exercice tout simple qu'elle peut déjà refaire, et ça les gens c'est vrai sont souvent preneurs quand ils voient qu'il y a des choses pratiques qu'ils peuvent faire, ils sont preneurs, oui. Oui, et ça permet peut-être aussi de les mobiliser justement pour la suite si Oui, on arrive déjà à enlever, enfin, pas à enlever, mais à diminuer en tout cas certaines souffrances au quotidien, quoi. oui, oui, Mm. oui, tout à fait. Donc oui, c'est vraiment rappeler aux personnes qui nous écoutent que les outils comme le MDR, l'hypnose et les TAC, ce sont justement des outils et que on vient pas chez le psychologue pour un outil, on vient pour un entretien et après c'est le psychologue qui choisit effectivement Mmh. quel outil va Ouais. correspondre le mieux au patient et Mmh. Oui. ouais. Mais en discutant de ça, enfin, voilà, certains patients, bah, ne comprennent pas, voilà, ils restent sur leur idée, bah, voilà, ils pensent que c'est cet outil-là qui va régler leurs problèmes et là, bah, voilà, je peux rien faire, voilà, je peux dire: «Bah, alors allez consulter quelqu'un qui directement va appliquer cette solution miracle». Mais, certains patients comprennent bien que, bah, voilà, il est nécessaire de passer par une phase de mal-être, enfin, en tout cas d'être moins bien pour cheminer vers le bien. Comme je dis souvent, enfin voilà, les personnes veulent fuir, la tristesse, la colère, sans se rendre compte qu'il est nécessaire, bah, d'un peu s'immerger dans ça. Une phrase que j'aime bien de rappeler, c'est qu'on ne peut pas, sortir d'un endroit d'où on n'est jamais rentré. Et donc, si on ne rentre pas un peu dans la colère, un peu dans la tristesse, comment veut-on en sortir? Et donc, c'est de conscientiser la personne qu'en effet, on aimerait bien être moins triste face à un deuil, ou moins en colère face à une situation, mais que si on n'accepte pas de se confronter un petit peu, bah, ça ne va pas fonctionner. Et donc, voilà, la prise de conscience démarre par ça. Et alors, une petite anecdote, c'est que concernant, voilà, un peu ces solutions magiques et cetera. J'avais une patiente qui était arrivée un jour vraiment avec cette idée fixe de faire, de l'hypnose et cetera et en fait, finalement, on a fait beaucoup de choses, sauf de l'hypnose et à la fin de la prise en charge, elle m'a offert une tasse
où il est écrit: «Je suis psychologue, pas magicienne» et donc voilà, ça je pense qu'elle a bien compris qu'en effet, on n'a pas de baguette magique, mais voilà, si on laisse le psy, un peu vous emmener, bah, vers ce que lui semble bien, enfin, sans évidemment s'exclure parce que personne d'autre que la personne ne sait mieux, qu'elle-même que ce qui est bien pour elle. Mais voilà, nous faire confiance pour les outils qu'on utilise, bah, voilà, on chemine ensemble. Oui, c'est ça. Et ensuite, il y a eu plutôt des questions par rapport à ton travail en milieu carcéral. Mmh. Donc, la première, c'était de dire, bah, déjà, c'est pas un choix banal. Tous les psychologues ne travaillent pas dans ce domaine. Pourquoi finalement avoir... Est-ce que c'était un peu un hasard de finalement arriver ici et puis finalement c'est des missions qui t'ont plu, qui t'ont parlé? Ou est-ce qu'il y avait quand même une envie depuis un moment de travailler dans ce domaine? Bah, moi, j'ai toujours bien aimé tout ce qui est psychologie légale. Voilà, dans mes formations, ça se remarque aussi. Dès que j'ai terminé ma licence, j'ai fait un diplôme d'études spécialisées en criminologie, puis après en expertise psychologique et donc on a beaucoup de notions de, psychologie de la délinquance, enfin tout ce qui a lieu, enfin tout ce qui a trait, pardon, à la trajectoire délinquante et ça, voilà, la trajectoire de vie délinquante, c'est vraiment un domaine, super passionnant, parce que, comme je disais, tout à l'heure, bah, pour 2 faits similaires, il va pas y avoir des trajectoires de vie similaires et moi, je trouve que c'est super riche, en fait, de se confronter à ça, mais en gardant toujours à l'esprit qu'il ne faut pas réduire la personne à son acte. Voilà et ça, c'est peut-être, ce qui a le plus de mal à passer au niveau de la société. Évidemment que quand on voit, un homme ou une femme qui a, violé ou tué, enfin voilà, des enfants, moi je comprends tout à fait la position, enfin on m'a toujours dit: «Mais vous qui avez des enfants, comment vous pouvez ne pas être révolté?» Bah, déjà on me demande pas mon avis personnel, on me demande mon avis de professionnel. Mais il faut analyser replacer ça dans un contexte et il y a toujours un contexte qui permet de comprendre le passage à l'acte. Je ne dis pas excuser, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire. Il ne s'agit pas d'excuser, mais il s'agit juste de comprendre comment, dans la vie d'un individu, à un moment donné, ces faits ont pu se produire. Et si on arrive à comprendre ça avec la personne et de faire en sorte, bah, de mettre après des balises pour, faire en sorte que, bah, les facteurs de risque diminuent, ça veut dire qu'on peut réinsérer une personne. Voilà, moi je pense que c'est important d'avoir toujours ça, en tête et de se dire, bah, voilà, un acte ne définit pas une personne, ça définit un moment dans sa vie, mais ça ne le définit pas. Voilà, c'est une vision un peu humaniste, de la chose, mais moi je trouve ça vraiment, super riche, super, enrichissant aussi, de pouvoir travailler avec, des fonctionnements comme ça et bon évidemment c'est pas facile tous les jours parce qu'on est confronté, à l'aspect le plus sombre de l'individu qui s'est exprimé à un moment donné. Donc oui, en effet, c'est vrai que certaines journées sont plus compliquées que d'autres, même quand on a encore, voilà, quand on a autant d'années d'expérience, certaines journées restent compliquées, oui. Hmm. Mais j'imagine. Et il y avait une autre question qui a été posée par rapport au fait, est-ce que détenus, les détenus sont-ils demandeurs d'accompagnement psychologique ou est-ce que c'est systématiquement imposé pour eux une fois qu'ils sont en détention? Toi, tu as eu l'occasion de pouvoir suivre dans ton cabinet après des personnes qui étaient détenues. La plupart du temps, ils sont demandeurs d'avoir un suivi, un soutien psychologique et alors, bah, moi, voilà, certains détenus, enfin, voilà, j'ai un site internet et cetera et donc certains savent que j'ai des consultations en dehors, enfin, que je fais autre chose en dehors de la prison et donc j'ai en consultation, en suivi
heu, certains détenus dont je ne m'occupe pas, à la prison, forcément, puisque je ne peux pas suivre enfin, je ne peux pas rencontrer un détenu à l'intérieur de la prison et le suivre après, ça c'est tout à fait, déontologiquement, pas possible. Mais, j'ai des détenus, d'autres prisons, voilà, dont un, que je suis maintenant depuis ses permissions de sortie, qui est en libération conditionnelle. Donc ça fait il y a 3 ans que je le vois. Oui, j'ai quelques suivis, voilà, d'anciens détenus. Ils sont pas des détenus qui étaient dans la prison où j'exerce, mais dans d'autres prisons et voilà, c'est des détenus qui sont demandeurs, ils pourraient espacer les séances, ils pourraient, se dire: «Bah, voilà, est-ce que vous pensez qu'on peut arrêter?» mais il y a un réel besoin et donc ils continuent, voilà, on continue à se voir régulièrement. Mmh. Et c'est vrai que je me dis en tant que psychologue, ça doit être vraiment riche de voir une personne qui est passée à l'acte à un moment donné, aujourd'hui demander de l'aide et ça doit vraiment être Oui. intéressant. Bah, surtout, je vais dire, connaissant un peu, enfin, moi, l'avantage que j'ai, c'est que, bah, oui, je connais la réalité carcérale et bah, voilà, quand les détenus, viennent pour un suivi, je sais d'où ils viennent, ce qu'ils ont déjà dû, effectuer comme chemin pour arriver à avoir des permissions de sortie ou libération conditionnelle. Et aussi, bah, ce que j'ai remarqué, c'est que, en dehors des centres, comme des centres de santé mentale, enfin où là, bah, voilà, les petits ont l'habitude de travailler avec ce genre de population, mais la demande est tellement importante que maintenant dans beaucoup de centres, comme ça, il y a des listes d'attente. Les détenus commencent à s'adresser à des psychologues, privés et il y a une peur, en fait. Donc c'est certains psychologues, qui n'ont pas, l'habitude ou qui ne connaissent pas la réalité carcérale, se dire: «Oh, je vais suivre quelqu'un qui est en prison». Il y a un peu une crainte, une appréhension, donc il y a peu de psychologues qui sont disposés pour le moment à faire des suivis comme ça, de détenus, d'anciens détenus, ouais, ça je remarque ça. Oui, c'est vrai. J'imagine que effectivement, il doit y avoir des psychologues qui n'étant pas formés à ce domaine précis, ne Ouais. préfèrent pas s'engager Mmh. Ouais. oui, auprès de détenus. Moi, je comprends qu'on puisse avoir peur, enfin, de se dire, bah, tiens, un détenu, qui a tué quelqu'un, qui demande un suivi, que je vais recevoir dans mon cabinet privé. Je comprends qu'on puisse avoir peur. Mhm. Et en fait, Ouais, c'est vrai que je pense dans l'imaginaire collectif, on n'imagine pas non plus que c'est des personnes qui sont en demande. Donc on va peut-être pas se dire, tiens, il pourrait y avoir des ouais. besoins à ce niveau-là et je vais me former à ça. Mmh. Alors qu'en fait, c'est super intéressant. Comme tu disais, dans l'imaginaire collectif, voilà, les détenus sont les coupables, sont ceux qui méritent d'aller en prison et qui méritent rien d'autre. Alors que quand on discute avec eux, enfin, on parle souvent du traumatisme des victimes, mais on ne se rend pas compte qu'il peut aussi y avoir des traumatismes chez les détenus, chez les auteurs. Et ça, je pense que dans l'image un peu générale qu'on se fait du détenu, enfin, la population, la société n'est pas encore prête à accepter que, un auteur puisse aussi, bah, voilà, avoir un traumatisme de ce qu'il a commis. Or, moi, j'en ai déjà observé. Il y a très clairement des traumatismes chez les auteurs. Bah, voilà, ça c'est autre chose. Mais, oui, ils sont pas tous demandeurs, hein, faut pas croire non plus que tous sont demandeurs, mais il y en a, voilà. Et il y a des vraies demandes, de vraies souffrances, et de vraies prises de conscience de choses que certains détenus ont envie de, bah, voilà, de prendre en charge, d'améliorer, de travailler dessus. Oui. D'accord. Et donc par rapport à ce paradoxe-là, du coup, il y a eu une question qui rejoint un peu ça, qui est en milieu pénitentiaire. Est-ce que tu rencontres parfois des personnes détenues qui accentuent les symptômes pour tenter d'alléger leur peine? Et on pourrait dire ça un peu autrement, c'est est-ce que tu as déjà eu le sentiment qu'un détenu essayait de te manipuler pendant une séance pour voilà, soutenir un
je ne sais pas exactement le terme juridique pour ça, mais le fait qu'il n'est pas entièrement responsable. Mm. Et comment est-ce qu'on garde sa posture professionnelle dans ces moments-là, si ça t'est arrivé? Ça, c'est pas à nous de le déterminer, parce que quand les détenus sont en prison, c'est qu'ils ont été condamnés, enfin, euh, ils ont été condamnés, donc ils n'ont plus à jouer sur la longueur de leur peine ou quoi que ce soit. Voilà, les juges, la justice s'en est chargée, ils ont été condamnés. Donc nous, on intervient après, et on peut plus jouer sur la longueur de la peine ou quoi que ce soit. Ça, voilà, c'est établi. Il y a eu le jugement, la sanction, et nous, on les voit après. Et ce que je leur dis souvent, c'est que ben voilà, on n'est pas des juges, on va pas faire un deuxième jugement, on va pas les juger à nouveau, nous on va comprendre. Voilà, on va essayer de comprendre avec eux ce qui les a amenés là devant nous aujourd'hui. Maintenant, il y a aussi tout ce qui fait partie de ben voilà, quand une personne est déclarée irresponsable de ses actes, donc ça c'est l'expertise pré-sententielle qui va pouvoir conduire à ça. Donc la personne a été vue par un psychologue et un psychiatre, et le psychiatre a établi que au moment des faits, la personne était irresponsable de ses actes. Alors là, ça peut orienter évidemment toute la suite du procès. Si le juge se dit ah bon bah la personne a été médicalement reconnue responsable de ses actes, on va pas la juger, et donc il y a en Belgique ce qui s'appelle la loi sur l'internement des personnes voilà, qui sont pas responsables de leurs actes. Donc là, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas 10 ans, 15 ans de prison, mais la personne est internée, dirigée vers un établissement de défense sociale. Et donc, il n'y a pas de peine prononcée. Donc, il y a pas, il y a une date de début, voilà, quand il rentre en établissement de défense sociale, mais il n'y a pas de date de fin. Et ça, c'est voilà, ce sont des équipes aussi qui vont déterminer ben, si la personne est assez stabilisée, est assez soignée, prise en charge, que pour pouvoir bénéficier de permission de sortie à l'essai, de libération à l'essai. Donc ça, moi je ne travaille pas dans ce domaine-là. Tout ce qui est défense sociale, ça c'est pas mon domaine. Mais voilà. Est-ce qu'on peut se demander si au moment où un individu est expertisé avant le jugement, il va chercher à exagérer ses symptômes pour ne pas être condamné, mais plutôt dirigé vers un établissement de défense sociale? Ça peut, hein, ça se passe plus toujours. Moi, j'en ai pas rencontré. Je n'ai jamais fait face à ça. Mais oui, je pense que ça peut exister. Maintenant, c'est plutôt un mauvais calcul parce que l'internement, on sait quand on rentre, mais on sait pas quand on sort. Et on sort généralement pas 2, 3 ans après avoir été interné. Donc voilà, ce serait un mauvais calcul quand même. Et pour répondre à la deuxième question concernant la manipulation, bah ça oui, enfin voilà, c'est une fois j'étais allée en supervision et mon superviseur m'avait dit bah il faut vraiment être manipulé une fois pour savoir ce que c'est que d'être manipulé. Et donc, bah oui, c'est clair qu'au début de ma carrière, j'ai dû faire face à certains détenus qui tentaient un peu, voilà, d'amener des choses d'une certaine manière. Et donc, on s'interroge, on se pose des questions. Et à nouveau, bah, le fait de pouvoir avoir une supervision et de pouvoir ramener ces choses-là face à quelqu'un à la prison, on a aussi des supervisions en interne. Bah, ça aide vraiment à prendre de la distance, à pouvoir se décaler par rapport au discours du détenu. Euh, mais évidemment, bah, l'expérience ne protège en rien, je crois, mais elle permet quand même de prendre plus de distance par rapport à certaines situations. Donc oui, la manipulation, il y en a toujours eu, je pense qu'il y en aura toujours, mais c'est au psychologue à être bien attentif à ça. Hmm. Oui, oui, d'accord. Donc pour terminer le podcast, on va poser les questions, on va partir sur les questions emblématiques du podcast. Je crois que tu les as un peu préparées puisque j'ai reçu l'objet par message sur WhatsApp. Donc quel objet représente le mieux ta pratique et pourquoi? Oui. Donc cet objet, c'est une lampe que j'utilise pour un peu comme une métaphore pour expliquer aux patients un peu ce qui se passe. Donc c'est une lampe qui s'ouvre quand on ouvre la première fois, elle ne s'éclaire pas.
Puis, quand on ouvre une deuxième fois, il y a comme des petites flammes qui éclairent en blanc et une autre fois des petites flammes qui éclairent en orange. Et c'est un peu pour faire le parallèle entre, bah tiens, quand une personne arrive, elle est un peu dans le brouillard, elle est un peu dans un malaise comme ça, avec ses émotions, avec des situations compliquées. Et le but, c'est bah, d'arriver à conscientiser la personne que OK, d'abord, elle est dans le gris, mais que, le but de la prise en charge, ça va être, bah, de d'allumer un petit peu toutes ces lumières, toutes ces flammes qui sont finalement toutes ces ressources. Donc c'est vraiment se reconnecter à ses ressources. Voilà. Le but, ça va être de reconnecter la personne à ses propres ressources, puisqu'on part du principe que on dispose de ressources, voilà, que, dans notre vie, c'est pas la première fois qu'on est confronté à des situations compliquées et qu'on a déjà su y faire face et qu'ici, bah, peut-être que nos ressources sont un petit peu dans le brouillard et l'objectif de la prise en charge, ça va être de pouvoir reconnecter la personne à ses ressources et faire en sorte que ces petites lumières, donc ces ressources, s'allument à nouveau pour éclairer son chemin. Je trouve que c'est un super objet symbolique, effectivement, par rapport à ta pratique. Très bien trouvé. Et la dernière question, c'est si tu n'étais pas psy, tu ferais quoi? Alors, si j'étais pas psy, ce que j'adorerais, c'est, tenir un endroit, où on sert, des tasses de café, des morceaux de gâteau, des cookies, un peu barista, faire des cafés avec des dessins, dedans. Donc, je pense que si j'avais pas été psy, j'aurais beaucoup aimé, un endroit, offrir un endroit cosy où les gens peuvent venir, se poser un moment, réfléchir, lire un livre, ouvrir leur ordinateur et voilà se réconforter avec une boisson, chaude, réconfortante, ça j'aurais bien aimé. D'ailleurs si un jour psy ça ne marche plus, je pense que c'est ce que je ferai. Continue à proposer un accueil chaleureux, mais avec des boissons et de la nourriture réconfortante et pas seulement avec la parole Voilà, et les outils de c'est psy. ça, voilà. Oui, oui, On est toujours un peu dans le même objectif, mais de manière différente en fait. c'est ça. Oui, Super. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. merci à toi. Et, et puis, désolée pour tous les problèmes techniques. Il faut savoir que Laura a surmonté l'épisode avec le plus de problèmes techniques. Voilà, faut savoir Donc, s'adapter. voilà, c'est ça. Donc, vraiment, merci beaucoup à toi. C'était Mmh, avec intense, plaisir. mais très enrichissant, très intéressant d'en apprendre plus sur ta pratique. Bah, Vraiment merci super. beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'expliquer tout ça. Et donc, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est vraiment ce qui aide le plus le podcast à se faire connaître. Et pour celles et ceux qui sont présents sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé passer ce moment avec nous, malgré les problèmes techniques. Et à vous abonner aussi à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien rater. Et surtout, n'oubliez pas aussi de vous inscrire à la newsletter qui est tous les 15 du mois où on reprend un récap complet de l'épisode avec des ressources complémentaires. Le lien est juste en dessous dans la description pour pouvoir s'inscrire. Et si vous voulez suivre bien sûr aussi les coulisses du podcast ou poser vos questions au prochain invité, eh bien n'hésitez pas à aller sur Instagram ou Facebook @lachaînepsy. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.